Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mehdi, pour la parole. Sauf que, de la session, je voudrais directement, tout en ouvrant la session, inviter notre modératrice, peut-être à mener les débats et comme je suis un des intervenants, d'intervenir que peut-être après, selon le guide qu'elle a prévu. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Madame Bonjour à Santos, vous avez tous, la parole. encore une fois. Et, oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez très bien. Oui, très bien, 5 sur Euh, 5. oui, alors bienvenue encore une fois dans notre énième session, dans cette énième session de Catalyst Exchange Week. Alors, tel on pourrait le savoir déjà, Catalyst Exchange Week est un des plus grands événements au monde, hein, organisé par des innovateurs sociaux dans le but de partager de connaissances, des idées, mais principalement, comme l'indique exactement l'objet même de Catalyst 2030, dans le but d'accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Alors, j'espère que, tel que le sujet du jour l'indique pour notre session, nous allons principalement échanger sur l'éducation en République démocratique du Congo. Et l'objectif sera principalement de faire un focus sur les systèmes éducatifs. Et quand nous parlons de système éducatif en République démocratique du Congo, nous faisons bien évidemment référence au système éducatif formel qu'informel. Donc, tout ce qui est mis en œuvre en République démocratique du Congo pour garantir l'accès, l'équité, la gouvernance, le politique mis en œuvre pour permettre à tout le monde, aux jeunes enfants, d'accéder à l'éducation. Mais également, s'il y a des défis encore à relever dans notre système éducatif, de voir dans quelle mesure est-ce que, à travers nos échanges aujourd'hui, nous pouvons donner de pistes des solutions pour voir comment améliorer l'aspect lié à l'éducation en République démocratique du Congo. Alors, tel que l'a souligné Monsieur Bienvenu, déjà dès le départ, nous aurons 3 intervenants aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis Symphoros Bissomériné, je suis consultante en communication pour le développement et changement social au sein de l'UNICEF. Nous allons recevoir 3 intervenants aujourd'hui qui vont nous parler par rapport à l'éducation selon différentes thématiques spécifiques. La première intervenante, ou disons, nous pouvons d'abord commencer par le premier intervenant, qui est également le représentant de Catalyst en République démocratique du Congo, pour le chapitre de la République démocratique du Congo. Bienvenue, Matungulu. Certainement, il aura l'occasion de se présenter en profondeur lorsqu'on pourra passer. Il aura la parole, bien évidemment. Il y a notre deuxième intervenante, j'espère qu'elle est déjà avec nous, c'est Madame Germaine, qui fera un point particulièrement sur l'accès à l'éducation dans le site minier, parce que tel qu'on le sait, en République démocratique du Congo, il y a quand même certaines zones ou disons certaines régions qui ont encore accès difficile à l'éducation, et parler principalement de l'accès à l'éducation dans le site minier ou dans les régions minières serait assez intéressant pour nous permettre de voir également exactement les inégalités qui se présentent encore au sein du système éducatif, plus particulièrement au sein des régions minières, donc c'est-à-dire à l'est de la République démocratique du Congo, bien évidemment. Après, notre troisième intervenante, c'est Madame Lucie Awa, qui va présenter tout ce qui est de l'arsenal juridique, tout ce qui est prévu par la loi en République démocratique du Congo pour garantir l'accès à l'éducation, l'équité, l'éducation. Donc, elle va nous présenter un peu tout ce qui est pertinent en rapport avec la loi, dans tout ce qui, en concernant l'éducation. Et je pense bien que c'est elle qui pourra commencer nos échanges d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, Madame Lucie Awa, vous avez la parole pour nous présenter brièvement tout ce qui dit la loi par rapport à l'éducation en République démocratique du Congo. Après, peut-être nous allons recevoir Monsieur Bienvenu. Et après, nous allons prendre Madame Germaine. Mais nous souhaiterions bien, évidemment, que chaque intervenant prenne 10 minutes pour nous permettre de bien évoluer. Après, bien évidemment, nous pouvons passer aux séances de questions-réponses. Madame Oui, Lucie, merci. bonjour, j'espère que vous êtes avec nous. Oui, je suis avec vous. Je suis vraiment très, très ravie de me retrouver sur cette table ronde.
Oui, si vous Oui, me merci. permettez, je peux commencer. Oui, merci Déjà, beaucoup. je vous demande de me comprendre. Je ne sais pas comment allumer ma caméra parce que l'environnement où je me trouve, voilà, je préfère parler juste. Comme je le disais, Oui, oui, il mesdames, y a messieurs, pas de souci. Oui. merci beaucoup. Mesdames, messieurs, je suis très, très ravie de partager avec vous notre plan pour discuter sur la législation sur l'éducation en République démocratique du Congo aujourd'hui. Nous allons aborder deux aspects essentiels de ce sujet aujourd'hui. Je me présente premièrement, je suis Awa Mwemeri Lucie, coordonnatrice de Tcheko ASPL. Je suis membre de Catalyst et très, très heureuse de discuter d'une question essentielle telle que l'éducation aujourd'hui. Comme je le disais précédemment, nous allons aborder des aspects essentiels de l'éducation. Premièrement, nous allons commencer par mettre en lumière les normes établies, tant au niveau national qu'international, en ce qui concerne l'éducation en République démocratique du Congo, en abordant différentes lois, politiques, directives mises en place pour garantir un accès équitable à l'éducation pour tous les citoyens, ainsi que les engagements internationaux auxquels la RDC a adhéré en matière de l'éducation. Euh, les normes établies en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, comme je le disais, plusieurs lois politiques et directives ont été mises en place pour garantir un accès équitable à l'éducation pour tous les citoyens. Voici quelques-unes des principales. Premièrement, nous voyons la loi cadre sur l'enseignement national. Cette loi cadre numéro 14/002 du 11 février 2014 établit les principes fondamentaux de l'enseignement national en République démocratique du Congo. Cette loi garantit les droits à l'éducation pour tous et fixe les grandes orientations du système éducatif congolais. Deuxièmement, nous voyons sur le plan sectoriel de l'éducation en RDC que la RDC a élaboré plusieurs plans sectoriels de l'éducation visant à améliorer l'accès, la qualité et l'équité de l'éducation à tous les niveaux. Ces plans définissent bien évidemment les objectifs stratégiques et les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs éducatifs nationaux. Troisièmement, la politique de gratuité de l'enseignement primaire. Nous savons tous que vous attendez qu'on parle de ça. Bien évidemment, le gouvernement congolais a mis en place une politique de gratuité de l'enseignement primaire pour garantir l'accès à l'éducation de base à tous les enfants, indépendamment de leur situation économique, évidemment. Quatrièmement, nous voyons la politique éducative inclusive. En RDC, le gouvernement s'est engagé à promouvoir une éducation inclusive qui garantit l'accès à l'éducation à tous les enfants, y compris ceux qui sont en situation de handicap, les filles et les populations marginalisées. En ce qui concerne les engagements internationaux de la RDC a adhéré à plusieurs instruments et conventions internationaux en matière d'éducation, notamment les objectifs de développement durable, les ODD. La RDC s'est engagée à atteindre les objectifs de développement durable liés à l'éducation, en particulier l'objectif numéro 4, qui vise à garantir une éducation de qualité, inclusive et équitable pour tous. Deuxièmement, en matière du côté international, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la RDC est signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui reconnaît le droit à l'éducation comme un droit fondamental de tout individu. Troisièmement, la Convention relative aux droits de l'enfant, très très importante. La RDC a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant qui reconnaît le droit à l'éducation de tous les enfants et appelle à garantir un accès égal à l'éducation pour tous ces enfants, sans discrimination. Ces lois et politiques, directives, engagements internationaux reflètent l'engagement de la RDC envers une éducation de qualité, inclusive, accessible à tous, conformément aux normes nationales et internationales. Je sais que quand vous m'entendez, vous vous dites, mais la RDC, c'est le paradis sur Terre. Sachez, mesdames et messieurs, que à toutes ces normes, il y a des défis énormes que je vais vous appeler à parcourir avec moi pendant ces quelques minutes qui me restent.
Comme je l'ai dit, malgré les efforts pour mettre en place les normes visant à garantir un accès équitable à l'éducation en RDC, plusieurs défis persistent. Premièrement, les ressources illimitées. Les financements de l'éducation en RDC restent insuffisants pour répondre aux besoins croissants en infrastructures, en personnel enseignant qualifié, en matériel pédagogique et autres ressources nécessaires pour offrir une éducation de qualité à tous. Deuxièmement, l'accès géographique. Les zones rurales et reculées en République démocratique du Congo ont souvent un accès limité à l'éducation en raison du manque d'infrastructures scolaires adéquates, du manque d'enseignants qualifiés, comme je le disais tantôt, et des défis liés à l'accessibilité géographique. Troisièmement, la qualité de l'éducation en RDC. Malgré la gratuité de l'enseignement primaire, la qualité de l'éducation reste un défi majeur en raison du manque de formation adéquate et des enseignants, comme je ne cesse de le dire, mais aussi de l'ineffectivité de la gratuité. On observe ce temps-ci des auditoires pléthoriques, un enseignant pas très qualifié, et donc il ne sait pas transmettre la matière à ces 90 enfants qui sont dans une classe où il devrait normalement en avoir 20. Aussi, Madame, je voudrais citer en disant, Madame Bissomérine, vous disiez? Bon, je crois que je vais chuter. Comme je l'ai disais, en fait, euh, je crois que le temps même parti touche à sa fin, mais bon, pour clore, les statistiques restent et demeurent toujours négatives. Un des aspects importants à considérer, comme je le disais, serait la question de la gratuité de l'éducation et ses enjeux. Je nous invite donc à discuter des efforts visant à rendre l'éducation accessible, sans frais, pour que tous les enfants, ainsi que les défis associés à la mise en œuvre de cette politique, tels que le financement adéquat des écoles, la disponibilité des ressources matérielles et humaines, et la lutte contre la corruption et les détournements de fonds. Je nous invite à discuter sur ces questions pour surmonter ces défis. Nous devons tous savoir que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour mobiliser davantage des ressources, renforcer les capacités institutionnelles, améliorer la gouvernance et garantir une approche inclusive de l'éducation qui tienne en compte des besoins spécifiques de toutes les populations, en particulier des plus marginalisées. Merci, j'espère que vous m'aviez écouté. Comme je le disais, j'ai parcouru les normes établies en République démocratique du Congo, euh, tant à l'interne qu'à l'externe, mais aussi j'ai présenté un premier aspect des défis auxquels l'éducation en RDC peut être confrontée. Et donc, je vous remercie et je suis vraiment très, très ouverte à développer lorsqu'il s'agira de questions et réponses. Merci beaucoup. je m'excuse, j'ai eu un petit souci de connexion. Je ne sais pas si Madame Awa a pu clôturer son speech. Oui, voilà, on peut poursuivre. Je m'excuse, hein, c'est une petite difficulté de connexion de ma part, malheureusement. Alors voilà, merci beaucoup, Madame Lucie, pour votre intervention. Hein. Nous avons vraiment beaucoup retenu, c'était vraiment intéressant. Moi, personnellement, j'ai retenu 2 points essentiels, notamment par rapport à l'accès à l'éducation, mais également la qualité de l'éducation. Et de ces 2 points essentiels, vous avez également soulevé le fait que dans les zones rurales, principalement, l'accès à l'éducation est encore problématique. Et quand on parle d'accès à l'éducation dans les zones rurales, on voit notamment la question de ressources limitées dans ces zones rurales également. Et par rapport à ça, je souhaiterais que Madame
Germaine nous fasse un état des lieux de manière brève, synthétique, de l'accès à l'éducation dans les zones rurales, principalement dans les régions minières, parce on le sait très bien que là-bas, il y a principalement cet engouement dans le secteur minier, même pour les enfants également, qui sont beaucoup plus soucieux de gagner un peu plus de leur vie et la plupart ne fréquentent pas les institutions ou l'école primaire notamment, ou alors il y a plusieurs cas d'abandon. Mais peut-être bien que Madame Germaine pourrait nous faire un topo assez éclairé de la situation dans ces zones-là, particulièrement dans les zones minières. Madame Germaine, j'espère que vous êtes là. Bonsoir et bienvenue encore parmi nous. Je pense que nous avons perdu Madame Germaine, donc peut-être passer à l'intervenant suivant et puis revenir à Madame Germaine. Oui, oui, ça peut être également intéressant parce que là, au moins, avec Monsieur Bienvenu, nous, on peut entrer en profondeur de politique, de l'avancée dans les politiques éducationnelles qui sont mises en place en République démocratique du Congo, voir s'il y a effectivement ces politiques sont mises en œuvre. Monsieur Bienvenu, si vous êtes là, vous pouvez intervenir. Après, bien évidemment, on pourra passer la parole aux gens qui sont là parmi nous. Peut-être si Madame Germaine, on n'arrive pas à joindre Madame Germaine. Monsieur Bienvenu, vous êtes là? Visiblement, Monsieur Bienvenu également. Il n'est pas encore là. Bon, mais s'il faudrait encore, en attendant qu'il nous rejoigne, Madame Awa, j'aurais peut-être une question par rapport à ce que vous avez soulevé, notamment toujours par rapport à l'accessibilité, bien évidemment, avant qu'on prenne nos deux autres intervenants. J'aimerais poser la question de savoir quand vous aviez fait allusion aux ressources limitées, parce qu'actuellement, tel qu'on le sait en République démocratique du Congo, la question qui est principalement soulevée, c'est que le fait que la gratuité de l'enseignement qui a été mise en place a été prise de manière prématurée, puisque plusieurs aspects n'ont pas été pris en compte. Alors, j'aimerais bien que vous essayiez un peu d'approfondir cette question-là, parce qu'actuellement, on observe qu'il y a de retard dans le paiement des enseignants, par exemple, ou alors il y a des classes pléthoriques et les enfants ont difficulté à bien assimiler la matière, et donc, par là, la qualité de l'enseignement est bien évidemment remise en question. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, ou alors quelles pistes de solutions éclairées vous pouvez donner avant qu'on prenne les deux autres intervenants? Merci beaucoup, c'est une question assez pertinente. Euh, J'invite déjà même quelqu'un qui est dans l'auditoire, si vous pouvez me compléter, parce que moi, je ne peux que formuler des recommandations. S'il y aura quelqu'un qui pourrait me compléter, merci. Je vais commencer par dire que tout est question de redevabilité. Redevabilité dans quel sens? C'est à nos gouvernants d'être redevables, dans le sens, vous ne pouvez pas me parler de ressources limitées alors que nous voyons des chiffres, des statistiques et tout, des sommes d'argent qui sont débloquées pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et nous voyons encore, comme je le disais, le manque d'infrastructures, le manque d'enseignants qualifiés, comme vous l'avez dit, qui ne sont pas payés et donc démotivés. On n'a pas de matériel didactique et d'autres ressources pour offrir une éducation de qualité. Cela revient à dire que lorsque je parle de ressources limitées, j'essaie un peu de dénoncer les manques de redevabilité, les manques, la mauvaise gouvernance de la part de nos autorités qui, on dirait, ce qui devrait primer ou être mis au premier plan ne l'est pas, à savoir l'éducation. Et donc, quand je parle de ressources limitées, je fais référence au financement de l'éducation qui est insuffisant. Dans la manière où on ne met pas nos enseignants, on ne met pas nos élèves dans une condition qui est propice à leur apprentissage. On n'équipe pas suffisamment nos écoles, pour qu'ils puissent offrir une éducation de qualité. Vous l'aurez remarqué un peu comme moi récemment, pour ceux qui aiment Twitter, les inaugurations des écoles dans certains territoires du sud Kivu, mais c'est avoir une qualité, disons, dérisoire, une condition dérisoire où sont mis nos enfants. Cela veut dire que
on manque de rédévabilité et d'intégrité dans la gestion même de nos choses, de la chose publique. Madame Lucie, vous êtes là? J'ai un petit problème de connexion, donc j'espère que vous m'écoutez. Oui, comme je le disais, la RDC a suffisamment une législation assez coriace, assez pertinente, mais c'est la mise en application de toutes ces lois, de toutes ces dispositions qui fait problème. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont prévues, mais la réalisation devient difficile. Vous avez évoqué la question de la gratuité de l'enseignement. C'est une bonne chose. Déjà, même, ça nous fait référence à l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que tout le monde a droit à une éducation de qualité, une éducation pour tous et tout. La RDC a ratifié tous ces traités et conventions. La RDC s'est engagée à assurer l'éducation à sa population, une éducation de qualité, mais le problème vient au niveau de la réalisation. C'est au niveau de cette réalisation-là que on trouve une certaine inefficacité ou ineffectivité, si je peux dire. Bon, j'appelle à quelqu'un dans l'auditoire. Si vous avez des compléments, en tout cas, seront la bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez touché un point très essentiel en parlant de la gouvernance, mais également de la gouvernance au sein de l'éducation en République démocratique du Congo, qui pose encore plusieurs difficultés. Alors peut-être la question également majeure qui pourrait encore revenir et être principalement serait de savoir si les politiques qui sont mises en œuvre ne sont pas mises en œuvre de manière prématurée, bien évidemment, le cas de la gratuité de l'enseignement, puisqu'on sent qu'il y a encore beaucoup de limites qui sont de lacunes dans notre système éducatif. Peut-être que s'il y a un autre intervenant qui a une autre question, avant que vous puissiez intervenir par rapport à ça, ou alors avant que l'on puisse prendre un des autres intervenants. S'il y a une question dans l'Assemblée, vous pouvez réagir. Je rappelle que nous sommes en train de suivre notre table ronde sur l'éducation en République démocratique du Congo dans le cadre du Catalyzing Change Week, qui est un programme d'échange partout dans le monde sur des points essentiels, des questions évidentes, mais également dans le but de mettre en lumière des politiques éclairées pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut améliorer la situation, par exemple, pour notre cas, de l'éducation en République démocratique du Congo. S'il y a d'autres questions, vous pouvez réagir. Je vois la main de Espoir. Espoir, vous avez la parole. Vous pouvez poser votre question ou alors c'est une observation, allez-y. Oui, merci beaucoup pour la parole m'accordée. Merci pour l'exposé de Awa qui était très riche. Mais la question que je me pose et que je voulais jeter dans ces débats, c'est d'interroger la qualité de cette éducation en termes de débouchés. Oui, nous avons tout un arsenal de textes, mais et si on allait interroger les contenus? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de voir que oui, il y a beaucoup de licenciés qui sont produits, beaucoup de gradués, mais en termes de débouchés, ce sont des licenciés qui sont dans la rue, des gradués qui sont dans la rue. Et comme nous parlons de l'éducation, n'est-il pas important aujourd'hui pour nous de refonder les contenus? Madame Awa a cité beaucoup de textes qui organisent l'éducation en RDC, mais face au contexte actuel où nous sommes en train de voir beaucoup de jeunes qui ont fini et qui n'ont pas de débouchés. Je prends par exemple, même on a commencé à réformer le système éducatif en intégrant le système LMD. Quelles sont les conséquences de tout ça? Est-ce les notions qu'on nous enseigne partant du primaire jusqu'au secondaire
sont-ils en train de nous aider, d'être bénéfiques à notre communauté, ou on repenserait les contenus de nos matières pour que l'éducation soit adaptée ou réponde aux besoins que ressentent réellement nos communautés. Donc, comme nous parlons d'une éducation plus brillante, ne serait-il pas intéressant de penser à investir beaucoup plus dans le métier, donc un système éducatif qui s'oriente vers les réalités. Nous sommes en train de voir que la technologie est en train de venir à grands points. Comment est-ce que tous ces éléments peuvent être intégrés dans l'éducation qui est fournie à la population congolaise? Merci beaucoup. Merci C'est beaucoup, un élément que je voulais ajouter et voir si on peut creuser encore cet aspect. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre question. Je préférerais que Madame Lucie note la question. Peut-être qu'on pourra y revenir après. Et peut-être bien que vous pouvez avoir un éclaircissement à travers l'intervention de Monsieur Bienvenu, parce qu'il pourra nous présenter de manière succincte les avancées dans le système éducatif en République démocratique du Congo, bien évidemment que ce soit le système formel qu'informel. Monsieur Bienvenu, si vous êtes là, vous avez la parole. Vous pouvez un peu revenir sur tout ce qui est politique, éducationnelle mise en œuvre en République démocratique du Congo, sur les avancées dans le système éducatif en RDC, la gouvernance et autres. Si vous êtes là, vous avez la parole. Oui, bonjour Madame Safaro, bonsoir à tout le monde. Et vraiment, c'est la caprice de l'Internet, c'est de la connexion, et je m'excuse pour ça. Sinon, j'étais en train, je vais vraiment résumer ce que j'avais déjà prévu. Par rapport aux avancées, telles que Madame Lucie l'avait bien dit dans son texte, on voit déjà que la Constitution, au-delà d'avoir des textes ou des lois, la Constitution a déjà garanti un droit dans son article 43, le droit de la gratuité à l'éducation de tous les enfants. Et d'ailleurs, c'est obligatoire de tous les enfants au niveau de l'école primaire. Ça, c'est vraiment un acquis qu'on n'avait pas depuis 1980 lors de l'introduction des passes, et que on a l'éducation devrait être financée par les parents. En 2008, on a vu qu'il y a eu des tentatives de la mise en œuvre de cette gratuité-là. En 2008, déjà, on a assisté à une situation de la gratuité qui a commencé de la première jusqu'en troisième année de primaire. Et c'est pour permettre à ce que, voilà, dans le processus, voilà, avec les limites de l'État, avec les limites des moyens de l'État, il y avait, pour montrer qu'il y avait une volonté de faire mieux et d'exécuter la gratuité, la loi, la Constitution, cet article 43 de la Constitution qui prévoyait cette gratuité-là de l'éducation. Mais après, on a vu aussi qu'il y a eu ce processus-là de bancarisation des salaires des enseignants qui avait comme conséquence des réductions des frais de rétrocommission. Et parce qu'avant, les enseignants se plaignaient du fait que, voilà, seuls les agents de l'État qui jouaient le rôle de payeurs, des fois, ils demandaient des rétrocommissions lorsqu'on leur payait. Mais quand on a mis ces processus-là de bancarisation, ça a réduit cela et ça a été à l'avantage des enseignants. Et en 2019, lors de l'accession de l'actuel président, il a été observé comme une généralisation et comme une politique principale, la gratuité de l'enseignement primaire à tout. Mais il faut aussi noter quand même que au niveau de cette, dans toujours le cadre de ces avancées ici, on peut noter aussi qu'il y a eu des subventions au niveau secondaire. Pourquoi je dis qu'il y a eu des subventions au niveau secondaire de l'école secondaire? Parce que dans la loi, il n'y a nulle part où il est prévu que l'État devrait supporter les études secondaires. Mais aujourd'hui, on voit quand même que dans la pratique, l'État parvient à payer les enseignants qui se trouvent
dans certaines écoles qui sont publiques et ou conventionnées, ça veut dire des écoles à utilité publique qui sont contrôlées par l'État. Et là, c'est quand même une avancée. Par ailleurs, il y a tout de même lieu de noter qu'il y a encore beaucoup de défis et qu'il convient peut-être de remédier. Hein. Et le premier défi, c'est l'ambiguïté des lois qui régissent la mise en application de la gratuité. Et par là, on sait voir qu'il y a des lois qui sont prises au niveau national, il y a des lois qui sont prises au niveau provincial, ça veut dire par le gouvernement provinciaux, il y a des lois qui sont prises par des communautés, ça veut dire par des écoles qui sont agréées, qui sont associées à des conventionnés, à des communautés religieuses qui jouent un grand rôle dans l'éducation dans notre pays. Il y a des lois, il y a des décisions aussi qui sont prises par des services spécialisés. Et toutes ces décisions-là, ces lois sont tellement nombreuses, des fois, c'est défiant les unes contre les autres, et des fois en se complétant, et laisse ainsi une large marge de manœuvre aux autorités à différents niveaux de fixer des frais. Ça veut dire, à un moment donné, on va observer qu'il y a une réduction donc il y a abolition des paiements de frais de l'éducation sur le plan légal et au niveau national par la volonté manifeste par le gouvernement. Mais en réalité, on va aussi voir que dans la pratique, il y a des écoles qui continuent à faire payer beaucoup d'autres frais. Et cela, c'est occasionné par des lois. Et il y a Verag, par exemple, le groupe Accélère, qui a mené une étude en RDC. On a trouvé 113, on a répertorié 113 lois ou décisions qui régissent le secteur éducatif en RDC. Et ça, c'est ce qui est contradictoire. Et cela a comme conséquence la multiplication de frais qu'on peut appeler des frais connexes dans les écoles. Par exemple, les frais d'uniforme qui sont devenus aujourd'hui obligatoires. Il faut acheter les uniformes au niveau de l'école. Des frais de transport qui sont devenus presque obligatoires. Les frais de fourniture scolaire, ça veut dire certains cahiers qui doivent être achetés au niveau de l'école. Des fois, certaines écoles vont même plus loin à imposer les tutoriels aux parents. Et donc, tout ça, c'est parce qu'il y a une ambiguïté des lois qui régissent cette mise en application de la gratuité. Mais aussi, un autre défi, c'est la qualité. Oui. Merci beaucoup, je dois terminer. Non, allez-y, la qualité de l'éducation Oui, merci beaucoup. La qualité de l'éducation qui s'est vue aussi détériorée, surtout dans les écoles où il y a cette gratuité-là. Et la conséquence, c'est que voilà, les parents qui n'ont pas assez d'argent pour amener leurs enfants dans les écoles privées voient leurs enfants profiter d'une éducation de faible qualité et qui peut créer encore beaucoup d'autres conséquences au niveau social et sur le plan des revenus dans le futur. Et un énième défi, c'est le manque d'infrastructures, d'écoles. On a annoncé la gratuité, ce qui a créé l'engouement des élèves pour s'enregistrer ou bien se faire inscrire dans les écoles, mais on n'a pas construit aussi d'autres écoles qui pouvaient aider à accueillir ces gens-là qui n'avaient pas les moyens d'étudier et qui ont pris la décision de venir étudier parce qu'il y avait la gratuité. D'où il y a un problème d'ingérabilité des élèves sur le plan par un seul enseignant parce qu'ils sont devenus nombreux et les espaces ne sont pas aussi commodes. Et peut-être dernier défi, c'est les défis liés aux inégalités sociales. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas les voiler. Il y a encore les coutumes qui continuent à peser en défaveur des filles, des enfants-filles, comparativement aux enfants garçons. Donc, il doit y avoir un choix à faire, souvent, surtout dans les milieux ruraux, voilà, les parents préfèrent beaucoup plus envoyer leurs enfants de sexe masculin à l'école en défaveur des enfants filles.
Et il y a aussi un problème, par exemple, de Kirukula que M. Espoir était en train de dire, dont Espoir était en train de parler, c'est le problème de Kirukula. Donc, est-ce que vraiment, parce qu'on sait que notre système a été coopté du système éducatif belge, qui est notre petit pays colonisateur, mais voilà, la question, c'est de se dire, est-ce que ce système-là, ce Kirukula-là, est toujours adapté à notre besoin? Est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir des gens qui doivent faire de l'astrologie alors qu'on n'a aucun centre qui s'intéresse de l'astrologie? Je pense qu'à un moment donné, il faut voir comment est-ce que promouvoir certains domaines, notamment l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat en général et d'autres domaines techniques. Et enfin, Merci beaucoup, bienvenue. le dernier c'est la politique de non mise en œuvre, et notamment par exemple l'approche des 7e et de 8e. En réalité, l'objectif de cette approche ici, comme la gratuité était déjà garantie au niveau de l'école primaire, les 7e et les 8e classes devraient normalement aussi faire partie de l'école primaire, ce qui n'a pas encore été fait jusque-là. Merci beaucoup et je m'excuse. Oui, merci beaucoup. Alors, nous avons noté déjà à partir de Lucie qu'il y a un arsenal juridique assez solide sur le plan éducation en République démocratique du Congo. Avec Monsieur Bienvenu, nous sommes revenus sur les politiques mises en œuvre depuis 2001 jusqu'en 2019 avec le nouveau gouvernement. Donc, on sent quand même qu'il y a de la pertinence dans la matière, mais on s'interroge encore sur le fait, sur la mise en œuvre de ces politiques-là, la mise en œuvre de disons, l'effectivité de l'éducation au niveau de la communauté de base. Alors, avant de parler effectivement de l'après-éducation, disons, tel que là, Monsieur Espoir est revenu sur ce point-là. Donc, après les études, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce que notre système éducatif nous forme, nos outils, nous capacite suffisamment pour nous permettre de créer de l'emploi? Déjà, ça, c'est une autre question capitale sur laquelle on pourra revenir. Mais avant d'y aller, on sent d'abord qu'il y a déjà beaucoup d'embûches dans la structure même, dans l'organisation, dans la gouvernance même de l'éducation en République démocratique du Congo, qu'il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens. Si Madame Germaine est là, je souhaiterais bien qu'elle nous parle un peu plus de ces inégalités-là qu'on observe souvent en matière d'éducation en République démocratique du Congo. Bien sûr, avec un focus sur les régions rurales, principalement les régions minières. Si elle est là, elle peut nous présenter un peu ces difficultés-là. Après, on pourra revenir sur des questions. Mais là, je signale qu'on n'a plus vraiment beaucoup de temps. Si Madame Germaine est là, elle peut déjà prendre la parole. Après, on peut voir comment déjà enrichir nos échanges avec les questions qui sont en suspens. Bon. Madame Germaine, si vous êtes là. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si oui, je suis là. Je me suis finalement connectée à un autre portable. Compte tenu Oui, si de vous la pouvez nous connexion. présenter brièvement votre point de vue par rapport à l'accès à l'éducation dans les zones minières en quelques minutes, s'il vous plaît, 5 minutes, s'il vous plaît. C'est ça, justement. Cinq minutes, d'accord. Bon, comme je crois j'ai été déjà présentée, je suis Madame Germaine. Je suis le point focal de l'organisation Women in Mining DRC. Donc, c'est une composante ou une plateforme qui a les femmes de la des mines, les femmes de l'artisanat et les femmes de la société civile. Moi, je suis pour la composante 5 minutes. Je ne saurais plus revenir peut-être sur tout ce que j'ai prévu, mais je vais particulièrement parler de quelques des jeunes filles beaucoup plus ciblées, la filière aurifère. C'est la zone que j'ai beaucoup ciblée. Alors, parlant des défis, compris tout ce qu'on a soulevé par mes prédécesseurs, passables sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais quand même, il y a encore une zone minière. Alors, les premiers défis auxquels les filles sont beaucoup plus confrontées, c'est le mariage précoce. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais vous savez que, en tout cas, dans les
minier l'activité principale de production. La première chose ou les premiers divertissements qu'il a, c'est le sexe. Et les filles sont vraiment les premières victimes parce qu'elles vont au ménage de manière prématurée, de manière précoce. Ça, c'est vraiment un défi qu'on vit dans les zones d'exploitation minière. Mais également, il y a le désintéressement des parents. Je crois que Bienvenue l'avait déjà insinué d'une manière ou d'une autre. Entre garçons et filles, on a plus les choix sur les jeunes garçons. Et donc, les parents, lorsqu'ils voient déjà que les filles sont bonnes, n'ont plus vraiment beaucoup plus d'intérêt. Je ne sais pas si nous arrivons à capter Bien Madame sûr. Germaine. Vous me captez facilement? Oui? Non, Allô? pas du tout. Pas du tout, malheureusement. Pas du tout? Malheureusement, non. Ça va comme ça? Oui, là, ça va quand même. Là, ça va. Ça va quand même? D'accord. Là, j'étais en train de parler du désintéressement des parents par rapport à la scolarisation des jeunes filles au profit des jeunes garçons lorsqu'ils réalisent déjà que les filles sont prédisposées au mariage. Les choix est clair. On opte facilement pour les garçons que pour les jeunes filles. Mais aussi, il y a la pauvreté de parents. C'est un aspect aussi capital. C'est vraiment une réalité, un défi auquel l'éducation des enfants est confrontée parce que l'expérience a révélé que dans certains coins, les parents, ils abandonnent plus d'autres activités qui peuvent générer des revenus, notamment l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, au profit de l'exploitation minière. Or, l'exploitation minière artisanale telle qu'elle est menée en ces jours, elle n'est pas tellement rentable pour couvrir toutes les charges du ménage. Et voilà, c'est la chose qui en pâtit premièrement sur l'éducation des enfants. Donc, ils n'ont pas vraiment beaucoup de moyens ou de sources de revenus pour couvrir les dépenses ou les charges des ménages parce que l'exploitation artisanale telle qu'elle est menée, vraiment, elle n'est pas tellement rentable. D'ailleurs, il y a même un analyste qui a dit vraiment c'est une exploitation de subsistance pour dire que c'est juste pour avoir le pain, mais pas vraiment pour couvrir d'autres charges des ménages. Mais aussi, il y a les cas spécifiques des Mwenga aujourd'hui. Je crois que pour ceux-là qui suivent un peu l'actualité minière, il y a un cas vraiment qui est d'actualité sur l'exploitation minière par les ressortissants chinois. Et ces ressortissants chinois, ils exploitent des espaces qui étaient concédés à l'agriculture, disons que les gens étaient en train de cultiver, les espaces qui contenaient des étangs piscicoles pour les populations, des plantations de palmiers, de bananiers. Mais aujourd'hui, tout a été détruit par l'exploitation au profit des Chinois. Et donc, c'était quand même une source de revenus à ces parents-là pour faire scolariser leurs enfants. Mais aujourd'hui, ils en sont dépourvus. Et il n'y a même pas eu une indemnisation par rapport à ça, malgré que la loi prévoit quand même, une fois qu'on doit exploiter son espace, on doit être indemnisé par rapport à ça. Mais cela n'a pas suivi par la suite. Mais aussi, il y a le manque de routes. Le manque de routes qui crée aussi beaucoup de problèmes dans les sites d'exploitation, dans les zones d'exploitation. Alors, ça fait que tout est cher. Même pour avoir des allumettes, c'est cher. Même pour avoir disons, des vivres, c'est cher. Cela aussi rend l'éducation des jeunes filles compliquée. En tout cas, c'est leur étude qui est premièrement sacrifiée. Mais aussi, il y a l'insécurité dans les zones d'exploitation minière. Comme on le sait bien, c'est toujours les groupes armés qui ont pris beaucoup de l'espace dans la zone. Et les jeunes filles sont les premières victimes. Quand on fait les statistiques, lorsqu'on fait l'émission d'enquête, on réalise que les jeunes filles sont vraiment victimes de violences sexuelles, des grossesses forcées, de l'esclavage sexuel. Et tout ça ne sont pas bénéfiques pour que la jeune fille accède à l'éducation. Voilà autant de merci problèmes beaucoup, Madame qu'on a. Germaine. Oui, merci beaucoup. Certainement que d'autres points essentiels, vous pouvez y revenir dans la séance de questions-réponses et des observations également. Mais je peux déjà noter que vous avez soulevé un point très essentiel relatif à l'aspect économique
dans l'accès à l'éducation, principalement dans les zones rurales où il y a un niveau de pauvreté assez élevé qui pousse la population à souvent choisir d'autres activités que de s'orienter vers l'éducation, vers le système éducatif. Mais à mon humble avis, d'après les présentations des 2 derniers intervenants qui sont revenus sur différentes politiques, notamment l'éducation inclusive, mais également la gratuité de l'enseignement et actuellement avec les systèmes LMD qui a été mis en place également, soulevé dans l'une des questions de Monsieur Espoir, qui fait un focus beaucoup plus sur la spécialisation des apprenants. Peut-être que ce sont des solutions assez pertinentes qui pourraient garantir l'amélioration du système éducatif, mais jusque-là, c'est par là d'ailleurs qu'on souhaiterait encore faire notre focus et peut-être que nos intervenants pourront y revenir dans leurs réponses par rapport aux différentes questions qui seront posées déjà là maintenant. Déjà que nous courons vraiment derrière le temps, je suggérerais que s'il y a déjà des questions, vous pouvez vous manifester. On peut prendre les questions. Après, nos intervenants pourront améliorer ou, disons, approfondir différentes thématiques ou alors donner des pistes de solutions, des observations. Alors, ce ne sont pas que des questions, mais également si vous avez d'observations ou alors des enrichissements à faire, vous pouvez le faire dans quelques minutes pour nous permettre d'avancer également et de malheureusement clôturer notre session d'aujourd'hui, bien que la thématique soit assez profonde et pertinente. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous le signaler. D'accord. Qui a posé? Madame Lucie, la première question de Monsieur Espoir, vous pouvez y répondre en attendant qu'il y ait d'autres questions qui vous seront peut-être adressées. Ah oui, merci. Oui. Oui, en fait, pour répondre à la question de M. Espoir, qui voulait savoir s'il n'est pas pressant, vu les nombres des diplômés, s'il n'est pas pressant de chercher comment adapter les systèmes éducatifs congolais à la réalité actuelle, moi, je réponds par oui. C'est un besoin pressant, comme je le disais. Il est important, disons, que l'on adapte les systèmes éducatifs à la réalité de la RDC. Et moi, je ne peux que formuler des recommandations, comme je l'ai dit depuis le début. Parmi ces recommandations, je soulèverai la révision de programmes scolaires. Le programme devait être revu pour refléter les besoins et les réalités socio-économiques du Congo. Deuxièmement, la formation des enseignants, car les enseignants devraient recevoir une formation adaptée aux besoins actuels des élèves et à la diversité culturelle surtout et linguistique du pays. Troisièmement, améliorer, disons, investir dans les infrastructures, comme je le disais dans ma présentation. Des infrastructures éducatives adéquates sont vraiment très, très nécessaires pour fournir un environnement d'apprentissage sûr et propice. Et cinquièmement, la promotion de l'éducation de qualité, l'intégration des technologies, de l'information et de la communication comme innovation. Monsieur Bienvenu a parlé des innovations. Ça, c'est une innovation de la loi cadre numéro 14/002. L'intégration des technologies de l'information et de la communication. Et enfin, la consultation de parties prenantes. J'insiste plus sur ça. Les gouvernements, les enseignants, les parents et les élèves devraient être consultés dans le processus d'adaptation du système éducatif afin de garantir une approche inclusive et participative. Je crois que j'ai noté les quelques recommandations que moi je formulerai pour ce qui est de l'adaptation du système éducatif congolais à la réalité. Et je crois que si l'on adapte ces 7 points que j'ai cités, on arrivera à avoir des diplômés qui ont les bagages nécessaires afin de contribuer au développement et à l'émergence de la République démocratique du Congo. Je serais très, très ravie de répondre à d'autres questions s'il y en a. Et merci beaucoup, Monsieur Espoir, parce que cette question m'a bien amené à formuler des recommandations auxquelles je tiens beaucoup. Merci.
Oui. Madame Safaros, il y a, je pense, Serge qui demandait la parole. Apparemment, elle a aussi un problème de Oui, connexion. il y a Monsieur Serge qui a... Il peut poser la question. This meeting is being recorded. Allô, bon, salut, bonjour, bonsoir à tous. Allô? Oui, bonsoir, Serge, on vous capte. Ok, merci. En fait, vous allez m'excuser mon français. J'ai, je suis catalyste à 2030, Zambia Chapter, mais je suis congolais d'origine. Je suis en train de participer à ceci par rapport à quand j'ai vu les titres, ça m'a dit que je pouvais participer pour intervenir aussi pour quelque chose. J'aimerais juste, je ne sais comment placer cela, s'il faut dire une recommandation ou une question, je ne sais pas, mais je sais de demander aux intervenants de, de prendre bonne note de cela parce que comme Madame Awa a essayé de mentionner cela et d'autres intervenants, actuellement, vous sentez que quand vous étudiez au Congo et que vous sortez à l'extérieur, il y a un problème. Vos documents ne sont pas vraiment pris en charge comme il le faut, pris en considération comme il le faut. Vous devez encore ajouter quelque chose, vous devez encore passer par des offices de qualification pour qu'on puisse prendre le temps de prendre cela en considération. J'aimerais que s'il y a des recommandations à faire au niveau du gouvernement, qu'on puisse peut-être en tant que Catalyst 2030 ou en tant que société civile ou autre organisation, que l'on puisse demander qu'il y ait toujours des enseignants qui sont bien encadrés pour arriver à faire comment? À donner des éducations, à donner une éducation qui est à la page, je vais dire cela. Parce que par rapport à ce que vous avez dit, on a introduit le système LMD, mais est-ce que les enseignants étaient mis à jour? Est-ce que les programmes, tous les programmes dans tous les territoires, est-ce que tous les programmes étaient mis à jour? Et pour terminer aussi, j'aimerais parler de cette carrière où les Chinois ont pris les fermes et adaptent les autres choses pour les gens qui sont autour. Dire que dans cette partie là-bas, quel est le rôle de la société civile et d'autres organisations qui sont en train d'accompagner les gens tout autour? Parce que les Chinois, ils vont prendre les minéraux, ils vont retourner chez eux aussi en Chine. Mais notre population qui est là, quel est ce qu'elle est en train de profiter? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Monsieur Serge, et merci encore une fois pour toutes les observations, à toutes ces personnes qui ont accepté de se joindre à nous pour cette table ronde, pour ces échanges d'aujourd'hui. Merci aux intervenants. Malheureusement, nous sommes déjà à la fin de nos échanges d'aujourd'hui, malheureusement, bien que la thématique soit assez pertinente et profonde. Mais certainement, s'il y a d'autres questions qui sont restées en suspens, vous pouvez contacter le chapitre de la RDC, du Catalyst, voir Monsieur Bienvenu. S'il peut déjà laisser son adresse mail dans le chat, ce serait plus intéressant. Je vois également qu'il y a Salohi Karen qui vient de partager un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez joindre toutes vos questions. Alors, vous pouvez apprendre plus sur Catalyst, mais également, n'hésitez pas de vous connecter ou de chercher sur Internet un peu plus par rapport au programme et d'en apprendre un peu plus par rapport à tout ce qui est fait dans le cadre du Catalyst. Également, dans la mesure du possible, à participer aux autres sessions. S'il y a d'autres dernières interventions à faire, Mehdi, je ne sais pas si vous avez une dernière observation à faire, ou Monsieur Bienvenu. Et merci encore une fois d'avoir participé à nos échanges d'aujourd'hui. Et il ne me Monsieur reste plus qu'à Bienvenu, vous remercier. Mehdi. Merci beaucoup, Symphorose. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour vos interventions, vos questions. C'était très pertinent. Je vous invite à vérifier le site de la CCW pour voir les autres sessions qui sont en préparation. Nous finirons vendredi et je vous invite vivement à nous rejoindre pour d'autres sessions. Merci à tous.